Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tenter de présenter en version abrégée une conférence que j'ai donnée à Philiopolis en fin de semaine, donc en même temps que Félix. Donc, ce sera ici malheureusement la version abrégée, faute de temps. Mon objectif aujourd'hui est assez simple. Ce que je veux faire, c'est non pas réfléchir au contenu philosophique qui serait porté par une philosophie du dandisme, mais plutôt réfléchir aux conditions de possibilité d'apparition de ce mouvement-là, qui est daté environ du début du 19e siècle, plus aux alentours de la Restauration. Donc, je m'intéresse à cette espèce de croissant fertile-là qui permettrait un petit peu l'apparition de ces figures-là dont on n'a pas vraiment d'occurrence avant ce moment-là. Ce que je vous propose de faire, c'est de réfléchir autour de deux citations tirées du texte Le Dandy dans Le Peintre de la vie moderne de Baudelaire, pour essayer un petit peu de problématiser cette idée-là, et ensuite de réfléchir avec vous avec quelques ouvrages qui lui sont parallèles. Donc, voici les deux citations que je me propose d'examiner. La première, que vous avez sur votre exemplier. « Le dandisme apparaît surtout aux époques transitoires où la démocratie n'est pas encore toute puissante, où l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie. » Donc, cette première citation nous met en lumière la relation qu'aurait le mouvement de dandisme avec l'aristocratie et la démocratie, mais plus particulièrement sur cette époque transitoire entre les deux-là. On va la nuancer avec la deuxième citation tirée du même texte. « Le dandisme est le dernier éclat d'héroïsme dans les décadences. Il est un soleil couchant, comme l'astre qui décline. Il est superbe, sans chaleur, plein de mélancolie, mais hélas, la marée montante de la démocratie, qui envahit tout et qui nivelle tout, noie, jour à jour, ces derniers représentants de l'orgueil humain et verse les flots d'oubli sur ces derniers représentants de ces prodigieux myrmidons. » La problématique qu'on voit surgir en croisant ces deux citations-là, c'est que le dandisme serait à la fois le produit de la démocratie, mais qui serait à la fois également victime de la démocratie. Ce serait donc, au fond, une espèce d'enfant mort-né au travers de tout ça. Donc, si on veut, il y aurait donc une spécificité à l'époque excusez-moi, à cette époque transitoire-là, qui permettrait cette figure-là et qui n'aurait, c'est ce que je me propose de défendre, qui n'aurait que cette unique occurrence-là dans l'histoire qui ne pourrait plus se produire et qui n'a jamais eu lieu. On verra plutôt à la fin, en conclusion, en quoi est-ce que le dandisme, en fait, est plutôt un apax, c'est-à-dire quelque chose qui n'a qu'une occurrence unique et qui n'aura jamais qu'une. Donc, voici un petit peu l'ambition de ma présentation de résoudre un petit peu cette problématique-là. Cependant, je crois que vous n'êtes pas tous et tous familiers avec ce que c'est qu'un dandy. Ce que je suggère, c'est de faire une espèce de petite définition opératoire pour pouvoir avancer dans cette présentation. Alors, ce qu'on retient, grosso modo, du dandisme, c'est des choses qui sont communément admises. Je ne réfléchirai pas sur des distinctions un petit peu plus problématiques. Je vais juste faire une petite liste d'épiceries qui permettrait un petit peu de donner le portrait général de ce que c'est qu'un dandy. D'abord, on dit que le dandy est quelque chose comme un gentilhomme à la tenue aux manières élégantes. On a un petit peu le portrait ici. C'est un maître de l'élégance à la fois physique, mais également intellectuel. Baudelaire va, par exemple, parler du dandisme comme un aristocratisme de l'esprit. Je fais juste le listing sans vraiment les expliquer. On essaie un petit peu de former une petite image ici. Le dandisme est caractérisé par la recherche de l'effet, c'est-à-dire qu'on va chercher à produire un effet sur la foule qui nous regarde, tout en essayant le moins possible de se laisser affecter par les choses qui nous environnent. On va parler du dandisme comme une espèce de stoïcisme de boudoir qui va considérer les choses du monde comme des indifférents, mais qui va lui-même essayer de produire des effets dans le monde et afin de se voir exister dans le regard de l'autre. Ce qu'on peut également dire, c'est que le dandisme est une posture éphémère qui peut coexister avec n'importe quel autre. Stendhal parle par exemple de Lord Byron en tant que dandy, mais il disait que Lord Byron n'était dandy qu'un tiers de la journée, le moment où il portait son habit et qu'il se mettait dans la disposition du dandy. Donc le soir, en retournant chez lui, au moment où il se démaquillait, qu'il enlevait ses vêtements, il n'était plus dandy, il revenait simplement un poète, un aristocrate, etc., ou simplement Lord Byron, non pas le Lord Byron dandy. Ce sont des hommes, pour la plupart. Bien entendu, on verra des occurrences de dandy femmes dans la partie la plus tardive du 19e siècle. Ce n'est malheureusement pas l'objet de ma présentation, mais on en touchera quelques mots quand même sur la fin.
Ce sont des hommes oisifs pour la plupart, mais des oisifs de circonstance, c'est-à-dire qu'ils ont soit hérité d'une grande fortune, soit qu'ils ont pris les dispositions nécessaires pour avoir une grande fortune et ne donc pas avoir besoin de travailler. On va noter par exemple l'endettement, etc., comme le jeu qui va permettre d'avoir tout d'un coup une grande fortune qui va nous permettre de mener la vie de dandy. On leur associe toujours une fin tragique. Par exemple, si on fait juste un petit parcours général, Georges Brumel va finir dans la maladie, ruiné, poursuivi par les créanciers. Lord Byron va mourir en Grèce alors qu'il a refusé une transfusion sanguine. Dorian Gray Dorian Gray et Oscar Wilde vont avoir des fins assez tragiques. Et le dandysme est lié d'une manière ou d'une autre aux mœurs anglaises, à la pratique des mœurs anglaises. On parle notamment d'anglomanie. On va essayer de se rendre semblable aux aristocrates anglais de cette époque-là. Voici donc un petit portrait général pour qu'on puisse avancer sans que j'aie besoin de définir le dandysme, parce que je parle des conditions de possibilité, non pas de ce que c'est que le dandysme en tant que tel. Jusque-là, ça va bien? Excellent. Donc, on attaque la partie un petit peu plus théorique au travers de tout ça. Ce que je propose de faire, c'est de regarder avec vous le Traité de la vie élégante de Balzac, qui est un livre qui s'inscrit dans son grand ouvrage qui s'appelle « La pathologie de la vie sociale », avec le texte au travers duquel on retrouve les trois traités, le traité de la vie élégante, le traité de la démarche et un troisième traité qui est inachevé, mais qui est quand même joint pour la majeure partie à l'ouvrage. Qu'est-ce qui se passe dans ce traité et pourquoi est-ce que c'est pertinent dans notre cas? Balzac s'intéresse à la naissance d'un nouveau genre de vie qui apparaît à cette époque-là et qu'il nomme la vie élégante. En quoi est-ce que la vie élégante nous intéresse à propos du dandysme? C'est que la conclusion du traité, je pars de la conclusion puis je vais plutôt essayer de remonter jusque-là, la conclusion du traité de Balzac, c'est que le dandysme est une trahison de la vie élégante. On va essayer un petit peu de se détacher de la vie élégante en essayant d'avoir un rapport imitatif à ce genre de vie-là. Ce que ça nous donne comme indice, c'est que le dandysme a besoin de la vie élégante pour exister et que par un rapport de transitivité, si on étudie les conditions de possibilité de la vie élégante, on pourrait avoir d'une certaine manière les conditions de possibilité d'apparition du dandysme. Ce que Balzac fait dans ce traité-là, c'est qu'il repère une soif particulière ancrée dans la nature humaine qu'il va nommer le besoin de distinction. Alors, c'est ici votre texte numéro 3 que je vous ai glissé ici. Oui, tout à fait. Donc, l'homme social fatiguera toujours son génie à trouver des distinctions. Ce sentiment est sans doute un besoin de l'âme, une espèce de soif, car même le sauvage a ses plumes, ses tatouages, ses arcs travaillés et se bat pour des verroteries. Cette soif, dit Balzac, s'incarne dans, dans une forme sociopolitique qui va donner naissance à trois genres de vie, parce que, et ça ici c'est votre texte numéro 4, depuis que les sociétés existent, un gouvernement a toujours été nécessairement un contrat d'assurance entre les riches et les pauvres, car du désir de ne pas appartenir à la classe souffrante dérive la noblesse, l'aristocratie, les distinctions, les courtisans, les courtisanes, etc., etc., etc. Ce qui se met en place ici, c'est que la société va se diviser selon la capacité de se permettre la vie de loisir. Le travailleur, qui n'a pas les moyens d'avoir du loisir car il est toujours obligé de travailler, n'a pas le souci de la distinction car il n'est pas dans un état de oisiveté, d'être capable même de réfléchir à sa condition. De l'autre côté, ce qu'on a, c'est les oisifs qui, eux, n'ont pas besoin de travailler et qui, eux, vont chercher à se distinguer de cette classe souffrante-là d'une manière à ce qui va être un peu tape à l'œil, qu'on soit capable de les distinguer d'un seul regard. Balzac dira que c'est en vertu de cela que sont nées les armoiries, par exemple. Texte numéro 4. Les armoiries, les distinctions, sont les signes matériels du plus ou moins de repos qu'un homme pouvait se permettre, du plus ou moins de fantaisie qu'il avait le droit de satisfaire, du plus ou moins d'hommes, d'argent, de pensée, de labeur, qu'il lui était possible de gaspiller. Alors un passant distinguait, rien qu'à le voir, un oisif d'un travailleur, un chiffre d'un zéro. Balzac parle aussi d'un troisième genre de vie, mais qui n'est pas celui qui m'intéresse ici. Il parle aussi de la vie d'artiste. Il va en parler de manière très sommaire. Il va dire que dans le fond, l'artiste, c'est celui qui va un peu façonner les règles, mais qui n'obéit pas aux règles. Il va être un petit peu de facteur de changement, mais il l'écarte, fait juste le nommer. L'accent est vraiment mis sur ces deux grands genres de vie-là, la vie occupée et la vie oisive. Arrive un changement particulier, c'est-à-dire la Révolution française. Petit changement, rien du tout, qui va brasser les cartes, mais qui ne vont pas abattre la structure
avec laquelle Balzac voit les genres de vie, mais qui va plutôt affecter la capacité de se répartir dans ces différents genres de vie. Alors que sous l'Ancien Régime, les droits de noblesse, privilèges du sang, permettaient de nous isoler dans la classe des oisifs, ce privilège est aboli avec la Révolution française, mais qui n'est pas le coup le plus décisif, au sens de Balzac. Le coup le plus décisif, c'est le sacre de Napoléon en 1804. J'y reviens. Ce qui va permettre à Balzac de distinguer deux figures qu'on voit naître, qui avaient à l'époque antérieure, et d'une autre qui va arriver à l'époque post-Révolution française. Avant, on avait les courtisans qui, eux, justement, du fait de leur statut social, pouvaient s'approcher de la classe aristocratique et pouvaient essayer de se rendre semblables à eux-mêmes, etc. On voyait un petit peu ce genre de vie-là se mettre à l'œuvre. Or, avec la transition, ces courtisans-là ne sont plus possibles parce qu'on ne peut plus essayer de s'approcher d'une classe qui serait un petit peu isolée de manière perméable. Ce que Balzac va dire, texte numéro 5, ce luxe tout personnel n'était jamais complété par un ensemble dans l'existence. Un noble pouvait faire des dettes, vivre dans les cabarets, ne pas savoir écrire ou parler, être ignorant, stupide, prostituer son caractère, dire des niaiseries, il demeurait noble. Cette classe était donc isolée à 100% du reste et ne pouvait pas chuter, tout simplement. Or, avec la Révolution française, étant donné qu'on abat ce privilège qui les écarte en haut du reste, eh bien, ils ne peuvent plus tout simplement mener une vie comme ils l'entendent en étant un petit peu épargnés par leur statut. Ils sont obligés de produire une attitude particulière pour continuer à entretenir ce besoin de distinction que Balzac voit comme étant inscrit dans la nature humaine. J'ai parlé de Napoléon tout à l'heure, je vais essayer d'un petit peu de fixer tout ça. Je prends un exemple tiré de la Confession d'un enfant du siècle de Musset qui permet un petit peu de voir l'impact de Napoléon à cette époque-là. Texte numéro 7 ici. Comme à l'approche d'une tempête, il passe dans les forêts un vent terrible qui fait frissonner tous les arbres, à quoi succède un profond silence. Ainsi, Napoléon avait tout ébranlé en passant sur le monde. Les rois avaient senti vaciller leur couronne, et portant leurs mains à leur tête, ils n'avaient trouvé que leurs cheveux hérissés de terreur. Le pape avait fait 300 lieues pour le bénir au nom de Dieu et lui poser son diadème. Mais Napoléon le lui avait pris des mains. Ainsi, tout avait tremblé dans cette lugubre forêt de la veille, puis le silence avait succédé. Deux choses peuvent être tirées de cette citation-là en la rapprochant un petit peu du contexte qui nous intéresse. La première, c'est que le sacre de Napoléon a eu non seulement une influence sur la France, mais également sur l'Europe entière. En voyant quelqu'un issu des classes plus basse que la noblesse, quelqu'un qui n'était plus anobli suite à la Révolution française, prendre le pouvoir, eh bien, les rois du monde entier ont senti leur couronne vaciller. On a la cloche du déclin monarchique avait, d'une certaine manière, sonné une première fois à la grandeur de l'Europe. La deuxième chose qu'on peut comprendre de ça ici, et c'est une chose que j'ai oublié de vous mettre dans votre citation, Balzac décrit la relation de Napoléon avec le reste. En gros, il va dire que le sacre de Napoléon permet enfin de comprendre ou de voir qu'un individu quelconque peut, par l'attitude et la distinction qu'il va mettre en place de lui-même, se faire respecter par les autres. Il va dire que la manière dont j'éclabousse, je bats, je dirige, je suis capable de me montrer comme étant une figure haute par rapport à les autres, et c'est non pas issu de mon statut, c'est l'attitude que je mets en place qui me permet de me distinguer. Et c'est là ici que ça devient vraiment intéressant pour ce qui est de la vie élégante. Si on me rapproche ça ici de l'extrait numéro 8 que je vous suggère. Dès le moment où le fils naturel d'un baigneur millionnaire et un homme de talent ont les mêmes droits que le fils d'un comte, nous ne pouvons plus être distinctibles que par notre valeur intrinsèque. Alors, dans notre société, les différences ont disparu. Il n'y a plus que des nuances. Aussi, le savoir-vivre, l'élégance des manières, le je ne sais quoi, fruit d'une éducation complète, forment la seule barrière qui sépare l'oisif de l'homme occupé. Donc, ce qu'on assiste avec le basculement qui était opéré au 19e siècle, c'est le transfert de la distinction dans le domaine plus particulièrement de l'attitude et encore plus particulièrement des manières. C'est ce que je me mets à charge de défendre avec la deuxième section de mon texte, parce qu'on va convoquer un peu plus Tocqueville. Donc, les manières.
Surprenamment, Tocqueville a une théorie assez élaborée des manières. Il lui accorde une place particulière dans son grand ouvrage de la démocratie en Amérique, plus particulièrement Démocratie en Amérique 2, chapitre 13. Partie 4, chapitre 13. Chapitre 3, partie 4. Partie 3, chapitre 14. Peu importe, vous avez la référence dans le petit exemplier. Alors, Tocqueville devient intéressant pour ce point, et à mon sens, dans le texte de Tocqueville, on est capable de distinguer une particularité du moment 1800 qui peut être compris, à mon sens, comme de l'inertie aristocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à cette époque-là, on n'est pas plutôt dans une époque d'entre-deux, ce serait plutôt une période de juxtaposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que alors que la démocratie se met en place, il y a encore un rebut d'aristocratisme qui persiste à cette époque-là. On n'est pas dans un vide entre deux style de régime, mais vraiment dans une période de juxtaposition. Et il y a quelque chose en particulier qui persiste, et Tocqueville comprend cela comme étant les manières aristocratiques. C'est là qu'il devient intéressant. De toute façon, son grand ouvrage parle un petit peu de la manière dont la démocratie se met en place. Donc, je trouve qu'il est très à propos dans notre contexte. Pour justifier un petit peu cette interprétation d'inertie aristocratique, je me suggère de lire le texte numéro 9, qui est tiré justement de ce petit chapitre de Tocqueville. Il me semble qu'il n'y a rien de plus durable que les manières d'une classe aristocratique, car elle les conserve encore quelque temps après avoir perdu ses biens et son pouvoir, ni de si fragiles, car à peine ont-elles disparu qu'on n'en trouve plus de traces et qu'il est difficile de dire ce qu'elles étaient du moment qu'elles ne sont plus. Un changement dans l'état social opère ce prodige, quelques générations y suffisent, les traits principaux de l'aristocratie restent gravés dans l'histoire lorsque l'aristocratie est détruite, mais les formes délicates et légères de ses mœurs disparaissent de la mémoire des hommes presque aussitôt après sa chute. Donc, ce qu'on peut tirer ici, c'est vraiment que, à partir du moment où l'aristocratie, d'une certaine manière, rentre à pleine face dans un mur avec la Révolution française, il y a quelque chose qui continue son mouvement par-delà le saccage opéré par la terreur et les révolutionnaires. Il persiste les manières de la classe aristocratique. Mais, d'une certaine manière, elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Tocqueville repère qu'en fait, c'est plutôt la forme des manières et non pas le contenu des manières qui persistent. Expliquons un peu qu'est-ce que Tocqueville entend par manière pour essayer de faire un petit peu l'éclairage sur tout ça. Tocqueville comprend les manières de la manière suivante. Elles sont l'apparence extérieure des actions humaines, tout simplement. Cette apparence extérieure des actions humaines a l'avantage suivant, la dignité suivante, pardon, c'est de pouvoir toujours se montrer à la place qui nous revient. On peut donc immédiatement comprendre en quoi est-ce que les manières peuvent être un facteur de distinction. Si j'ai un rapport un peu plus utilitaire avec les manières, je peux décider de me montrer à une place qui ne serait peut-être pas la mienne. Les manières sont le reflet d'une condition, mais qui n'est peut-être pas la condition qui me revient en propre. Car, dit Tocqueville, texte numéro 10, les manières parlent le naturel et le cachent. Alors, comment comprendre cette forme des manières qui persistent? C'est qu'après une révolution démocratique, texte numéro 11, on se souvient encore qu'il y a eu un code précis de la politesse. Donc ici, c'est cette espèce de forme que je vous parlais tout à l'heure. Mais on ne sait plus ni ce qu'elle contient, ni où il se trouve. Les hommes ont perdu la loi commune des manières, mais ils n'ont pas encore pris le parti de s'en passer. C'est ici à souligner. Les manières n'ont ni la régularité, ni la grandeur qu'elles font souvent voir chez les peuples aristocratiques, ni le tour simple et libre qu'on leur remarque quelquefois dans les démocraties. Cela n'est pas l'état normal. Tocqueville dira qu'à partir du moment où l'égalité va être installée depuis un certain temps, ce qu'on vient de voir avec le texte numéro 11, n'existe plus. On n'a plus cette espèce de chaos qui est sensible à cette époque transitoire, où on a besoin de manières. On va porter le regard vers l'aristocratie d'antan, mais on ne sait pas ce qu'elle avait parce qu'en fait, on a perdu ce savoir-là, qui était dans les têtes qu'on a coupées, finalement. Je rends ça un peu plus tragique, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc, pour remettre tout ça en perspective, on pourrait dire que, alors qu'avant on avait une aristocratie de naissance, maintenant on a une aristocratie d'argent. À partir du moment où on a une aristocratie d'argent et que l'accès à cette aristocratie d'argent peut être d'une certaine manière
beaucoup plus autorisé que sous l'Ancien Régime. On a une certaine fluidité sociale qui est permise. Eh bien, la relation qu'on a avec la distinction ne peut plus s'effectuer sur le rapport qu'il y avait avant, c'est ce rapport des manières-là. Balzac va dire, par exemple, c'est pas parce qu'un homme porte une canne qu'on dit qu'il se distingue, c'est à la manière dont il porte la canne qu'on est capable de distinguer cet homme-là. Donc, peu importe les acquis monétaires qu'on peut avoir, c'est la manière d'utiliser les rapports qu'on a avec ces objets-là qui permettent de nous élever comme, d'une certaine manière, un aristocrate. Si on se distingue par les manières et qu'on utilise les manières de l'aristocratie, alors on peut paraître aristocrate à une époque où l'aristocratie n'existe plus. C'est l'idée un petit peu qui se trouve dans le texte 12. Quant à l'aristocratie de naissance succède l'aristocratie d'argent, il n'en est plus de même dans le rapport des hommes. Les privilèges de quelques-uns sont encore très grands, mais la possibilité de les acquérir est ouverte à tous. D'eux, il suit que ceux qui les possèdent sont préoccupés sans cesse par la crainte de les perdre et de les voir partager, et ceux qui ne les ont pas encore veulent à tout prix les posséder, ou s'ils ne peuvent y réussir à le paraître, ce qui n'est pas impossible. Comme la valeur sociale des hommes n'est plus fixée d'une manière ostensible et permanente par le sang, et qu'elle varie à l'infini suivant la richesse, les rangs existent toujours, mais on ne les voit plus clairement du premier coup d'œil. Et on ne voit plus clairement du premier coup d'œil ceux qui les occupent. Donc, ce n'est plus seulement la seule apparence, comme je le disais, qui permet de distinguer, mais c'est vraiment la manière avec laquelle on entretient un rapport avec ces objets-là. Les conséquences de la démocratie, qui est un petit peu, on dirait, étendue sur toute l'œuvre de Tocqueville, c'est la médiocrité généralisée. Par médiocrité, j'entends pas le jugement péjoratif qu'on a de nos jours, c'est plutôt le sens de moyen, c'est-à-dire des gens, monsieur, madame, tout le monde, ou quoi que ce soit, qu'on ne peut distinguer les uns des autres. Tocqueville va dire que d'une manière générale, tout le mouvement de l'égalisation, qui est en branle depuis quelques siècles, mène à cette médiocrité générale-là. Pas dans un sens péjoratif, mais vraiment dans ce sens du « il n'y a plus de distinction parmi les hommes », qui est quand même une idée généralement admise dans le concept de démocratie. Cependant, Tocqueville, je pèse mes mots, pas nécessairement un malaise, mais plutôt glacé par ce constat-là. La conclusion de la démocratie en Amérique nous suggère ce rare regard de Tocqueville qui est non pas seulement descriptif, mais il se positionne dans son rapport par rapport à cette description-là. Texte numéro 13. « Je promène mes regards sur cette foule innombrable, composée d'êtres pareils, où rien ne s'élève ni ne s'abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m'attriste et me glace. Et je suis tenté de regretter la société qui n'est plus. Lorsque le monde était rempli d'hommes très grands et très petits, très riches et très pauvres, très savants et très ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceux-ci réjouissaient ma vue. Mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse, parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m'environne, qu'il m'est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d'objets, ce qui me plaît de contempler. Il n'en est pas de même de l'être tout-puissant éternel, dont l'œil enveloppe nécessairement l'ensemble des choses et qui voit distinctement, bien qu'à la fois, tout le genre humain et chaque homme. Ce qui me semble une décadence, et donc à ses yeux un progrès. Ce qui me blesse, lui, agrée. Donc c'est pas tant dans la vérité effective que l'idée de la médiocrité est terrible. C'est du point de vue de l'individu qui regarde, on n'est plus capable d'avoir ces grandes figures-là sur lesquelles est-ce qu'on peut se rattacher et voir que l'homme peut être grand, même si c'est totalement factice. Tocqueville est très au fait de l'illusion de la grandeur aristocratique, mais il n'a pas de problème avec le fait que ce soit une illusion. C'est le texte numéro 14 qui est tiré de la même section que je regardais depuis le début. Les manières de l'aristocratie donnaient de belles illusions de la nature humaine, et quoique le tableau fût souvent menteur, on éprouvait un noble plaisir à le regarder. C'est un peu l'idée, je trouve, qui se situe à la fin d'un poème de Baudelaire qui s'appelle « L'amour du mensonge », que je me permets de lire un petit peu pour cerner un petit peu tout ça. Baudelaire dit la chose suivante, en conclusion. « Mais ne suffit-il pas que tu sois apparence pour réjouir un cœur qui fuit la vérité? Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence, masque ou décor, salut, j'adore ta beauté. » Si on met ça en parallèle un peu avec ce qu'on regarde depuis le début, c'est vraiment pas parce que la personne est réellement aristocratique ou noble que ça pose un problème. Je me réjouis et j'ai un plaisir à regarder la grandeur humaine s'incarner dans un individu alors que c'est une illusion. Et c'est un peu, à mon sens, ce qui va faire que le regard va s'accrocher sur les dandys qui vont un petit peu utiliser le mécanisme de la distinction pour attirer le regard.
Ils sont conscients de l'illusion qu'ils projettent, et les gens sont conscients d'une certaine manière de l'illusion de la poudre aux yeux qui représente le dandy, mais ils ont un plaisir à regarder cette grandeur. On l'a vu s'esquisser depuis le début de la présentation, mais la notion de déclin ou de décadence est, à mon sens, imprègne tout cet exposé. Qu'est-ce qu'on entend par décadence? C'est bien entendu la fin prochaine, l'astre qui décline, par exemple. Il y a quelque chose qui va arriver à son terme, on le voit. On n'est pas en train de vivre le terme lui-même, mais on est en train d'anticiper le fait que ça décline. Et au sens de Baudelaire, pour revenir un peu à nos deux citations qui semblent un petit peu circonscrire, non pas circoncire, notre exposé, eh bien, ce qui est dans la décadence gagne une certaine grandeur du fait même qu'il est en train de décliner. Si on remet ça en parallèle avec ce qu'on dit depuis le début, si on assiste à une inertie aristocratique qui est condamnée à disparaître avec l'égalisation des conditions de manière beaucoup plus assise, les manières aristocratiques sont donc dans le déclin et si placées, nous met donc dans un état de participation à la décadence. La grandeur humaine mise à contribution dans le domaine de la distinction est sur le point de disparaître. Baudelaire comprend ça de la manière suivante. Texte numéro 16, qui est tiré des notes nouvelles sur Edgar Poe, mais qui est un moment où est-ce que Baudelaire définit le terme de décadence. Je pense que ça reflète très bien l'idée. Ce terme décadence implique qu'il y a quelque chose de fatal et de prévidentiel comme un décret inéluctable. Il est tout à fait injuste de nous reprocher d'accomplir la loi mystérieuse. Ici, Baudelaire parle de la littérature de décadence, mais je pense que la décadence peut aussi être comprise dans un sens plus général au niveau des mœurs, etc., et également des manières. Ce soleil qui, il y a quelques heures, écrasait toute chose de sa lumière droite et blanche, va bientôt inonder l'horizon occidental de couleurs variées. Et le coucher du soleil leur apparaîtra, à certaines âmes poétiques, en effet comme la merveilleuse allégorie d'une âme chargée de vie qui descend derrière l'horizon avec une magnifique provision de pensées et de rêves. Le soleil couchant brille d'un feu splendide. Il a une grandeur particulière qui est, d'une certaine manière, plus plaisante à regarder que le zénith. Le dandysme incarne, d'une certaine manière, la décadence, oui, au niveau des manières, qui serait un petit peu le véhicule du dandysme, mais par-delà, sur tout le siècle, le dandysme va lui-même prendre en charge la décadence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les dandys sont des hommes, pour la majorité célibataires, qui n'auront pas d'enfants, ou qui, d'une certaine manière, vont renier leurs enfants. Ils ne se reproduiront pas. Donc, après eux, il n'y aura plus rien. S'ils sont les derniers représentants de l'orgueil humain, alors, d'une certaine manière, il n'y en aura plus après eux. Baudelaire disait que c'était les derniers représentants des myrmidons. Ce sont donc les derniers. Il y a donc une grandeur qui vient du déclin, ou de la perspective du déclin. Un commentateur qui a rédigé un article qui s'appelle « Décadence » dans le grand dictionnaire du dandysme qui est sorti en 2016 chez Honoré Champion, qui est un ouvrage très, très abordable. Il ne faut absolument pas être un dandy pour pouvoir se le payer. Dit ceci à propos du dandy dans la décadence. Texte numéro 17. S'il est vrai que l'on soit le dernier héros d'une lignée, et une lignée ici, ça doit s'entendre non pas seulement au sens biologique d'une lignée, mais également au sens d'une... l'auteur parle d'un aboutissement d'une histoire pécheresse de l'Europe. C'est-à-dire que la décadence des mœurs même s'incarne dans le dandysme et que c'est les derniers de la lignée qui a mis en branle cette décadence des mœurs-là, qui est incarnée par eux. S'il est vrai qu'on soit le dernier héros d'une lignée, s'il est vrai qu'on est hérité d'un passé incomparable, s'il est vrai enfin qu'après soi-même ne s'ouvre que le gouffre du néant, alors tout est permis. Vêtements, gestes, attitudes, goût et dégoût, amour, haine auront à charge de figurer au monde cette singularité ultime et de la commémorer. Il faudra briller une dernière fois des derniers feux du soleil couchant et comme le coléoptère d'un seul jour, célébrer de 1000 couleurs pour tous les yeux avertis cet unique moment d'agonie. C'est là ici que je ramène la marée montante de la démocratie que Baudelaire esquissait dans les deux citations qui nous mènent depuis le début de cet exposé. La démocratie a cette tendance et cet avantage de pouvoir prendre les objets qui sont grands et de les ramener à eux, c'est-à-dire de les rendre disponibles à la majorité des gens. Si le dandy part
les manières et par les habits qu'il porte, peut, d'une certaine manière, se distinguer. Et si ça devient accessible à tout le monde, du fait de l'argent, eh bien, le dandy doit redoubler d'efforts pour pouvoir se distinguer des autres. Or, le dandysme est tué par sa propre excentricité. Le dandysme, comme je l'esquisse depuis le début, a besoin d'une règle encore présente pour pouvoir s'en démarquer, mais toujours en jouant sur la limite de ces règles, de ces manières-là, de ce sens commun-là. À partir du moment où on est obligé de franchir le sens commun, on n'est plus quelqu'un qui participe au tout et qui réussit à s'élever, d'une manière illusoire certes, mais à s'élever quand même. On devient un marginal, un weirdo, comme on pourrait dire, quelqu'un qui devient un exclu. Donc, la démocratie vient tuer le dandysme, certes parce que les manières aristocratiques vont décliner, mais que le dandysme va être obligé de redoubler d'efforts et ça va l'épuiser parce qu'il va devenir totalement autre. J'ai parlé au tout début de la notion d'apax et je crois que c'est très à propos d'en parler, de parler de cette notion-là en matière de dandysme, étant donné que c'est une chose qui n'arrivera qu'une seule fois, parce qu'à partir du moment où la société qui a vu naître le dandysme disparaît, le dandysme lui-même disparaît. Eh bien, c'est une seule et unique occurrence dans l'histoire. Certains interprètes vont d'ailleurs remonter jusqu'à Alcibiade comme étant le premier dandy, mais ça fait partie de la fondation d'une mythologie du dandy qui est faite à partir du 19e siècle. C'est donc une espèce d'illusion de rétrospective où on plaque des figures sur le passé pour essayer de gagner une espèce de richesse mythologique derrière le mouvement qu'on met en place. D'une certaine manière aussi, les romantiques vont faire la même chose en se référant à la figure de Prométhée, qui est une figure mythique. Mais aussi, les dandys vont essentiellement se référer à Narcisse. C'est pas parce que c'est au 19e siècle. C'est une figure qui permet un petit peu de venir asseoir ce qu'on fait. Et voici, j'aimerais conclure sur cette citation numéro 18, qui à mon sens est une parole magnifique que j'aurais aimé avoir écrite. Voici ce que dit Guy Durcé, le commentateur que je disais, dont je touchais quelques mots. « Le dandy décadent est lui-même cette fleur artificielle, poussée à rebours de son temps démocratique, apax d'une horticulture impossible. » Voilà.